Merci. Bon, nous allons arrêter là. Sur cette idée d'appel d'offres, il est certain que nous sommes à la fin du colloque. Il n'est pas question qu'il y ait des conclusions du colloque, mais on voit qu'à travers ce dernier échange, il y a des demandes de continuer la réflexion et de continuer à ce que le Collège joue son rôle dans ce débat fondamental entre science et démocratie. Et je voudrais simplement apporter une forme de petit point d'orgue à travers une réflexion sur les raisons pour lesquelles les régimes démocratiques ont du mal à intégrer le souci du long terme. Car la difficulté à intégrer le souci du long terme, c'est une des dimensions de cette tension, cette difficulté des relations entre science et démocratie. Cette difficulté, elle devient effectivement préoccupante à l'heure où des questions nombreuses, comme celle de l'environnement et du climat, mais aussi de santé publique, de questions de gestion des territoires et de politique économique en général, obligent à penser dans des termes inédits nos obligations vis-à-vis des générations futures. Cette difficulté, l'historien doit le souligner d'emblée, n'a rien d'inédit. Dès les débuts de la Révolution française, par exemple, Condorcet attirait l'attention sur les dangers de ce qu'il appelait la démocratie immédiate. Le philosophe redoutait notamment que la gestion des finances publiques soit dominée par les errements d'une action au jour le jour. Il invitait en conséquence à soustraire à l'influence du pouvoir exécutif la garde du trésor public et à confier le trésor public à une institution indépendante. Une sorte de préférence pour le présent semble effectivement marquer l'horizon politique des démocraties. Il y a des raisons structurelles à cette myopie, qui dérivent d'abord avec évidence de comportements déterminés par les rythmes électoraux et les impératifs sondagiers. La course essoufflée au court terme est d'abord fille des conditions d'exercice de la lutte pour le pouvoir. Il est ainsi banal d'opposer les idéotypes du politicien qui ne se préoccuperait que de la prochaine échéance électorale et celle de l'homme d'État qui aurait l'œil fixé sur un horizon plus lointain. Mais les choses sont plus compliquées. La myopie des démocraties a des causes plus structurelles. Celles-ci n'ont pu faire leur chemin, ces démocraties, qu'en s'arrachant aux puissances de la tradition, en légitimant les droits du présent pour ne pas se laisser enfermer dans une temporalité déterminée. La terre appartient aux vivants, disait fermement Jefferson pour dénoncer l'idée même d'une précontrainte fixée à l'expression de la volonté générale par une raison élargie. Et c'est Rousseau qui, dans une formule lapidaire du contrat social, notait « Il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l'avenir ». Cette formule a été fondatrice pour les démocraties modernes. Et dans le monde d'après les révolutions, plus aucune religion séculière ne peut en outre conduire à donner sens à l'action collective en la rapportant prioritairement à une importance de l'espérance lointaine. Le propre des religions, notait en ce sens Tocqueville, est qu'elles donnent l'habitude de se comporter en vue de l'avenir. Dans des sociétés séculières, l'habitude de se comporter en vue de l'avenir diminue. Le long terme était en effet autrefois toujours associé à l'idée d'un salut. Et les impératifs de la sécularisation et ceux d'une expression autonome de la volonté générale se sont ainsi superposés dès l'origine pour borner l'horizon temporel des démocraties. Rappelons que dès les premiers mois de la Révolution française, il était décidé que le président de l'Assemblée nationale devait changer chaque semaine. En 1791, il était décidé que les mandats électoraux ne devaient en aucun cas dépasser une année. Et dans le débat de la Constitution de Philadelphie, ça n'est qu'à la toute dernière minute que les mandats des sénateurs et des membres de la Chambre des représentants ont été portés à 2 ans. Jusqu'à la dernière minute, c'était le mandat d'une année qui l'emportait aussi. Et les critiques de la démocratie n'ont pas manqué, pour cela, de souligner avec force ce qu'ils jugeaient comme une infirmité congénitale.
Un Tocqueville considérait pour cela les régimes démocratiques, je le cite, décidément inférieurs aux autres dans la direction des intérêts extérieurs de la société. Une politique étrangère digne de ce nom, impliquant en effet la capacité de rapporter les actions quotidiennes à une perspective inscrite dans la longue durée. Il disait « La politique extérieure n'exige l'usage de presque aucune des qualités qui sont propres à la démocratie et commande au contraire le développement de presque toutes celles qui lui manquent. » Il le disait en opposant le fait que la démocratie supposait justement toujours la préférence pour le présent, alors que seul un corps aristocratique est un homme ferme et éclairé qui ne meurt point, disait-il. Et l'horizon économique du marché a favorisé de son côté aussi le court terme. On peut d'ailleurs aussi rappeler que les démocraties ont également, à l'inverse, été stigmatisées pour leur difficulté à gérer promptement les circonstances exceptionnelles. Un Carl Schmitt n'a par exemple cessé d'instruire leur procès en impuissance à trancher dans l'urgence, freinées qu'elles sont supposées être par le principe de la délibération collective. Entre cette critique décisionniste et la dénonciation du court-termisme, les démocraties ont ainsi souvent été décrites comme temporellement dysfonctionnelles. Comment remédier à cette situation? Pour revenir à la question essentielle du souci du long terme, comment corriger cette myopie au moment où s'accumulent les diagnostics alarmants sur l'avenir? Comment renforcer politiquement le futur en un mot? Il y a eu historiquement deux types de réponses qui ont été données à cette question. Le premier type de réponse a visé à appréhender le futur en élargissant les procédures représentatives. Cela consistait, par exemple, à doubler la représentation électorale des intérêts immédiats et des opinions, mouvantes par essence, la doubler d'une représentation plus large et plus stable d'un intérêt social appréhendé dans la durée. L'instauration d'une telle dualité représentative a été au cœur de très nombreux débats partout dans le monde démocratique à la fin du XIXe siècle, pour surmonter ce qui était déjà appréhendé comme une crise structurelle de la représentation. Et la plupart des réformateurs qui ont écrit dans cette direction se limitaient en fait à opposer représentation des individus, jugée potentiellement dissolvante, et représentation plus organique des groupes sociaux ou professionnels constitués, voire tous les projets qui ont été dérivés sur ce point du proudhonisme ou ceux qui ont été formulés par les théoriciens du droit social comme Duguy. Le bicamérisme de cette nature trouvait dans cette dualité des sujets représentés une justification renouvelée. Mais d'autres pistes ont également été simultanément envisagées dans cette direction. Alfred Fouillé, l'un des philosophes fondateurs de la Troisième République, en compagnie de Littré et de Renouvier, suggérait notamment de distinguer représentation du présent et représentation de l'avenir. Le grand inspirateur du solidarisme, le véritable père de la République sociale, fondait cette proposition sur l'appréhension de la société comme un organisme contractuel qui articulait les deux dimensions de l'individu et de la collectivité. Une nation, écrivait-il, n'est pas une réunion accidentelle d'individus. C'est une personne vivante et perpétuelle qui a un corps organisé à conserver et à développer, qui a des traditions à sauvegarder, des droits et des devoirs séculaires, des richesses morales et matérielles à défendre contre la passion ou l'intérêt du moment, contre, disait-il, la volonté même de la majorité présente. Car, poursuivait-il, l'intérêt actuel peut se trouver en contradiction avec l'intérêt futur. Et Fouillé proposait dans cet esprit d'adjoindre à la Chambre des députés, représentant le présent, un Sénat, porte-parole d'une volonté nationale, comprise de façon élargie, comme étant composée, je le cite, d'encore plus d'hommes à naître que d'hommes déjà nés. Et on peut aussi mentionner qu'un Saint-Simon, dès le début du XIXe siècle, appelait de ses vœux la mise en place de ce qu'il appelait une chambre d'invention censée incarner l'imagination et le futur. Ces projets de dualisation du système représentatif
ont fini par être repoussés au XXe siècle en étant assimilés à la résurgence d'une sorte d'archaïsme corporatif. Et dans les faits, cette idée a été réduite à un certain nombre d'éléments beaucoup plus limités. En Grande-Bretagne, par exemple, il était reconnu comme acquis que la diplomatie devait appartenir à l'aristocratie. C'était une façon dégradée d'intégrer en quelque sorte le long terme. Dans le cas français, on a fait des sénateurs à vie. C'était le cas aussi dans un certain nombre d'autres pays. Et plus récemment, on a essayé, au milieu des années 30, puis essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale, dans nombre de pays, de mettre en place des conseils économiques et sociaux qui représentaient non pas le futur, mais simplement des intérêts professionnels. Donc, cette idée de représentation du futur a été dégradée sur un mode sociologique, avec l'idée aristocratique dans certains domaines, a été dégradée dans l'ordre, pourrait-on dire, de la représentation, avec simplement l'adoption de sénateurs à vie, ou dégradée sous la forme d'une simple représentation des intérêts professionnels. Mais l'idée qui a sous-tendu la vision de cette dualité représentative, nous voyons qu'elle retrouve une forme d'actualité aujourd'hui, et qu'un certain nombre de propositions sur lesquelles je reviendrai ont récemment été formulées dans cet esprit. Je ne pense cependant pas, quant à moi, qu'un bicamérisme de cette nature soit la voie la plus efficace pour corriger la myopie démocratique. La consécration électorale d'un Parlement du futur lui donnerait certes une légitimité formelle incontestable, mais les modalités d'une telle élection seraient difficiles à déterminer. Le danger serait surtout qu'elle reste mécaniquement sous-tendue par les logiques politiciennes existantes, l'institution finissant même par reproduire en son sein le spectre des différentes positions partisanes sur les problèmes d'environnement, par exemple. Il est en effet pratiquement impossible de dissocier ce qu'on peut appeler une élection politisée et ce que j'ai qualifié d'élection constituante. La spécificité de l'objet et du caractère propre d'une chambre de l'avenir se trouverait du même coup détournée à la base. On ne peut en outre imaginer qu'il suffise de mettre sur pied une nouvelle institution pour opérer ce qui devrait constituer une véritable révolution générale dans la vie des démocraties. Le court-termisme électoral ne peut être infléchi que de façon limitée de l'intérieur du système électoral représentatif, si l'on peut dire. Cette façon limitée de le concevoir, c'est par exemple en envisageant une modification de la durée des mandats. On peut noter, là, à titre d'exemple, que l'idée de mandat très long, à l'inverse de ce qui s'était passé au début de la réflexion démocratique, au moment révolutionnaire en France et en Amérique, a été avancée dans un certain nombre de cercles. Dans le livre qui est un des livres programme du gaullisme, publié juste au lendemain de la Libération, Refaire la France, publié par Michel Debré, celui-ci suggérait un mandat présidentiel, je le cite, d'au moins une douzaine d'années. Et c'est d'abord en pensant, et au moment, dans les premières discussions de la Ve République, Michel Debré maintenait toujours l'idée d'un mandat présidentiel à 10 ans. C'est d'abord, me semble-t-il, en pensant la démocratie au-delà de cet ordre électoral représentatif que l'on peut espérer répondre aux défis. Mais il y a eu aussi une deuxième réponse historique à la myopie démocratique. Cette deuxième réponse historique a été celle de la constitution d'un État lui-même garant du long terme. Et la haute fonction publique s'est longtemps pensée comme l'expression sociale de cette garantie du long terme. Typiquement représentatifs de cette vision ont été les grands hauts fonctionnaires réformateurs, ceux que j'ai appelés les jacobins d'excellence, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les François Bloch-Lenné ou les Simon Nora, pour ne citer que ces deux noms. Voilà ce qu'écrivait Simon Nora. On ne peut négliger, dit-il, le fait qu'il y ait une prééminence du pouvoir politique, parce que ce pouvoir politique a été élu. Mais il n'en reste pas moins, je le cite, que la légitimité politique repose toujours sur des rythmes propres à l'élection. Or, les mandats les plus longs sont des mandats courts à l'échelle des questions de fond que pose la conduite du pays. Et il concluait « S'il n'y a pas des prêtres du temps long,
s'il n'y a pas des gens chargés de la prise en compte des intérêts structurels de la nation, au-delà des relèves et des rythmes de la classe politique, quelque chose de fondamental manque dans un pays. Et la haute fonction publique était donc pour lui cette gardienne du long terme. Cette haute fonction publique gardienne du long terme, elle représentait une sorte de vision, pourrait-on dire, aristocratique dans la démocratie. Et aujourd'hui, cette conception du haut fonctionnaire a été déconsidérée. Haut fonctionnaire dont la vocation et dont l'action se situaient d'ailleurs dans des institutions qui avaient été mises au point pour donner cette dimension de temps long, comme la direction de la prévision au ministère des Finances et surtout comme l'institution du plan. Institution du plan qui est en train de renaître d'une certaine façon aujourd'hui, mais qui avait été bien mal en point pendant près de 2 décennies. Il me semble donc qu'aujourd'hui, il y aura une difficulté à faire renaître cette vision des Jacobins d'excellence qui s'appuyait sur une légitimité qui avait été en partie acquise pendant la Résistance, et qui était une légitimité de type historique, qui n'avait pas seulement une dimension de légitimité fonctionnelle. Et que c'est dans d'autres types de directions, donc, qu'il faut aussi chercher des institutions ou des mesures qui pourraient être envisagées pour corriger le biais naturel du court-termisme et faire entendre la parole du long terme. J'en distinguerai plusieurs. D'abord, le fait d'introduire des principes de long terme dans l'ordre constitutionnel. En second lieu, le fait de renforcer et d'étendre la définition patrimoniale de l'État. En troisième lieu, de mettre en place des institutions qui aient pour fonction de réfléchir le futur et d'instituer des forums publics qui pourraient mobiliser l'attention et la participation des citoyens sur ces questions de l'avenir. Et c'est à mon sens par une telle pluralisation des modalités d'expression du souci du long terme que celui-ci pourrait progressivement être sérieusement défendu, bien mieux que par un hypothétique bicamérisme. La démocratie progresse en se complexifiant. Faire entrer la dimension du long terme dans l'ordre constitutionnel, d'abord, c'est le plus évident. Les constitutions sont en effet structurellement les gardiennes de la mémoire des principes organisateurs de la vie commune, contraignant les assemblées parlementaires et le pouvoir exécutif à les respecter, même si, en dernier ressort, une constitution peut toujours être changée, bien sûr. Elle veille ainsi sur les droits de l'homme et l'esprit des institutions. D'ailleurs, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 insistait sur cette dimension de conservation active de ces principes. Mais on pourrait très bien imaginer que ces principes constitutionnels intègrent aussi le souci des générations futures. Dès 1789, Sieyès disait « Les véritables rapports d'une constitution politique sont avec la nation qui reste plutôt qu'avec les besoins de la génération qui passe. Comme celle d'humanité, l'idée de nation implique en effet celle d'une expérience collective inscrite dans l'écriture d'une histoire. Il faut donc veiller à ce que ces possibilités ne soient pas contrariées. Dans la notion de volonté générale, il n'y a pas simplement celle de décision collective, il y a celle de construction d'une expérience et d'une histoire. Et l'article 1er de la loi de décembre 1991 sur le stockage des déchets radioactifs disait ainsi « Les générations futures ont le droit de jouir de cette terre indemne et non contaminée. Elles ont le droit de jouir de cette terre qui est le support de l'histoire de l'humanité. » Et c'est aussi dans le même esprit que la Charte de l'environnement a formulé des principes et des valeurs à respecter. Et ce sont des données de cette nature qu'il conviendrait de constitutionnaliser. Ils offriraient de la sorte un cadre contraignant pour l'action législative et pourraient constituer des références opposables dont les citoyens pourraient même s'emparer directement, comme le prévoit la récente réforme constitutionnelle. En second lieu, l'existence d'un État fort n'a cessé d'ériger un rempart contre le court-termisme. Sous la monarchie déjà, on distinguait deux choses, le domaine royal, ou les biens de la couronne, dont le roi lui-même ne pouvait librement disposer, et puis les propriétés ordinaires. La notion d'État n'a fait que moderniser cette idée d'une donnée transhistorique dans la vie politique.
Au XIXe siècle, même les libéraux insistaient sur cette dimension. Ceux-là même qui défendaient l'idée d'une puissance publique minimale reconnaissaient simultanément la centralité de sa dimension institutrice de la société. L'État est le représentant de la perpétuité sociale, disait par exemple un Paul Leroy-Beaulieu. Il doit veiller à ce que les conditions générales d'existence de la nation ne se détériorent pas. C'est là le minimum. Ce qui vaudrait mieux encore, ce serait de les améliorer. Aujourd'hui, nous appréhendons surtout l'État comme régulateur. Il est pourtant vital de restaurer cette dimension de conservateur des conditions de la vie commune, de conservateur et de préparateur, avec une vision de l'avenir. Il n'y a pas de souci du long terme possible sans qu'existe en ce sens une fonction publique forte. Il faut donner un sens actif, écologique pourrais-je dire, à la notion de patrimoine, alors que triomphe trop souvent en France une vision passéiste. Pensons à ce qu'un Littré disait de la République, elle est le régime qui permet au temps de garder sa juste prépondérance. La formation d'institutions destinées à réfléchir le futur, à poser ces problèmes, on pourrait même parler d'une académie du futur, pourrait également jouer un rôle essentiel. Composée de scientifiques, de philosophes, d'experts reconnus ou de représentants d'associations œuvrant dans ce champ, elle pourrait être systématiquement consultée sur les dossiers de sa compétence et formuler des avis publics par rapport auxquels les gouvernants auraient à se déterminer. Ce serait d'ailleurs retrouver l'idée originelle d'académie, qui est généralement aujourd'hui oubliée par les instances qui se parent de ce nom. L'idée originelle d'académie, c'est celle d'un corps au service de la société, exerçant une double fonction de vigilance et d'anticipation. Je donne là la définition de l'encyclopédie. Et dans leur cas, remplir une fonction de représentation ne veut pas dire disposer d'une délégation, mais contribuer à rendre plus intelligible et plus sensible la complexité du monde, de telle sorte que le souci du long terme soit en permanence rappelé et devienne une dimension de la vie quotidienne. Une institution de cette nature pourrait jouer un rôle central aussi dans le lancement de forums de l'avenir qui permettraient aux citoyens de s'approprier ces questions. En effet, la question n'est pas simplement celle d'avoir des experts et des institutions spécialisées, mais que ce souci du long terme pénètre véritablement l'opinion publique. Il ne saurait certes, ces institutions, se laisser enfermer dans un modèle unique. Il y aurait beaucoup d'initiatives décentralisées qui pourraient être prises. Mais la formalisation de ce genre de démarche permettrait de donner un poids accru au débat citoyen à l'occasion de la détermination de certaines grandes orientations en termes de politique publique ou de prise de position dans des négociations internationales. Un tel élargissement de l'expression de la conscience citoyenne est décisif. Il n'y aura pas, en effet, de sortie de la myopie démocratique si les citoyens ne sont pas eux-mêmes les défenseurs d'une conscience élargie du monde. Au XIXe siècle, les progrès de l'éducation avaient été une des matrices essentielles de la consolidation démocratique. Au XXIe siècle, c'est la prise de conscience sociale d'un nouvel horizon temporel de la raison publique qui sera le vecteur d'un approfondissement de l'idée démocratique. C'est lorsque les citoyens auront modifié leurs propres réflexes en termes d'anticipation que leur vision s'accordera au sentiment d'une existence à l'échelle de l'humanité. Il n'y aura pas, en effet, de véritable révolution des temporalités dans les têtes tant que la question d'un élargissement des normes de la justice ne sera pas posée elle-même en termes d'humanité. La question du long terme est en effet inséparable de celle de la constitution d'un sujet humanité. On a parlé ce matin, des 1,5% que représentait la contribution française aux économies de CO2. Mais il est bien évident que c'est seulement s'il y a une dimension de l'action internationale que le long terme peut être pris en compte. Et c'est peut-être là qu'il y a la difficulté la plus essentielle. Le fait de penser le long terme implique aussi, en contrepartie, de penser la constitution de ce qu'on a appelé une terre patrie, mais on pourrait simplement dire d'une conscience internationale, avec des institutions qui en ont la garde effective, avec des moyens pour les développer.
Sauver la planète implique de la penser comme un espace véritablement commun, et on voit là que l'enjeu et la difficulté ne font qu'un pour cela. On le voit bien alors même que la vision du commun, en ce moment, se réduit trop souvent à l'échelle interne des nations. Donner une voix à la dimension du long terme, l'intégrer comme une dimension du quotidien, ne se lie cependant pas seulement à la mise en place d'institutions et de procédures adéquates, ni même à la constitution de cet esprit d'humanité dans la perception du monde. Il faut également tenir compte des biais cognitifs qui sont producteurs de divorces d'intelligibilité dans l'ordre des temporalités. Exprimés dans un langage ordinaire, ces biais conduisent à ne rien faire immédiatement, tout en sachant qu'il conviendrait d'agir sans tarder. Et ces biais cognitifs, ils s'enracinent de différentes façons. Ils s'enracinent d'abord dans une économie problématique des urgences et des valeurs. Récemment, un éditorialiste écrivait « La dictature de l'écologie tue l'emploi ». Effectivement, c'est simplement s'il y a un raisonnement public sur la valeur du futur, voire l'exposé que nous a fait ce matin Roger Guenry, qu'il pourrait y avoir sa prise en compte. C'est si le futur a une valeur. Aujourd'hui, on voit que le passé a un coût à travers la dette, mais il faut que l'avenir ait une valeur positive. Ces biais cognitifs, en second lieu, c'est peut-être le plus important, s'insèrent dans une économie du doute et des certitudes. Le présent est certain alors que l'avenir est indéterminé. Le pur scepticisme joue là un rôle moteur pour accroître l'écart entre la valeur du présent et celle de l'avenir et perturber en conséquence le jugement. La préférence pour le présent n'est donc dans ce cas qu'une des figures de la suspicion vis-à-vis de la science. Pour beaucoup, seul le présent est dans l'ordre de la réalité, alors que la perception de l'avenir est tout entière gouvernée par l'opinion. Une double question se pose là. Il y a d'abord une forme de dérive de l'esprit critique sur lequel est fondée la modernité. Intégrée dans une méthode rigoureuse, alliant entreprise de falsification et mécanisme de vérification, l'esprit critique est le moteur de la connaissance. Et le doute a dans ce cadre une indéniable vertu heuristique. Mais développé sans méthode, l'esprit critique dévie. Dans l'ordre intellectuel, il peut conduire même à une forme de nihilisme cognitif. Et dans l'ordre politique, il met au centre des représentations mentales une forme de suspicion généralisée vis-à-vis des institutions et valorise la mise en scène de rationalités cachées dans lesquelles s'enracinent toutes les théories du complot. C'est donc dans l'éducation permanente, au sens véritable de l'esprit critique, et non pas seulement dans la puissance naturelle de la raison, comme le pensaient naïvement les Lumières, que nous pourrons aider à restaurer l'autorité de la démarche scientifique, et par là même à mieux intégrer le souci du futur dans le présent. Car c'est le paradoxe que nous vivons. Nous vivons dans des sociétés qui sont beaucoup plus éduquées que dans le passé, mais dans les sociétés peu éduquées, la science pouvait être une religion. Dans les sociétés plus éduquées, la science ne peut plus avoir le statut de religion. Et c'est pour cela que ce n'est pas simplement l'objet science, mais la méthode scientifique qui doit être valorisée dans la société. La science, en effet, ce ne sont pas simplement des résultats, c'est une façon de comprendre, c'est une façon de connaître, c'est une façon d'appréhender courageusement la connaissance de la réalité. Il y a une deuxième dimension dans ce biais cognitif, c'est qu'il convient, il est ce qui nourrit tous les effets ravageurs d'un relativisme qui conduit à ne plus faire de différence, justement, entre la science et l'opinion. Et ce relativisme, il est évidemment à la base de ce divorce, c'est lui qui est à la base du divorce entre le présent et le futur. Sur ce point, on peut dire qu'il est évident que la science ne peut pas tout régler. Il y a une utopie qui était celle du XIXe siècle. Même un poète comme Lamartine a publié un de ses livres qui avait pour titre « La politique rationnelle ». Il voyait l'avenir comme celui d'un monde dans lequel la politique deviendrait gouvernée par les scientifiques parce qu'il n'y aurait plus d'indétermination. C'est aussi l'idée qui était celle du saint-simonisme et d'Auguste Comte avec celle de la politique scientifique. Mais si la science ne peut pas tout régler, elle apporte dans tous les cas, même dans les cas d'incertitude, des éléments d'information qui, même partiels, sont tout à fait essentiels. Alors que l'on parle souvent aujourd'hui des lanceurs d'alerte,
Je pense qu'une des premières catégories de lanceurs d'alerte dans notre société, ce sont aussi les scientifiques. Parce que ce sont des lanceurs d'alerte actifs dont les alertes reposent justement, même si elles sont partielles, sur un certain nombre d'éléments de connaissance qui sont indispensables à prendre en compte pour se diriger dans le futur. Certes, il y a différents, et c'est fondamental, régimes d'incertitude. L'incertitude est un fait, mais il y a différents régimes d'incertitude. Il y a l'incertitude comme indétermination relative et l'incertitude comme indétermination d'un soupçon généralisé. Nous devons très certainement conserver l'idée qu'il y a une forme d'incertitude indépassable dans l'action humaine, mais que cette incertitude indépassable, on peut l'aborder, on peut la canaliser, on peut d'abord essayer aussi de la réfléchir à partir d'un développement de la notion de risque, et en sachant aussi que la notion de risque n'est pas simplement une probabilité, mais qui était aussi liée à une forme d'intensité des événements. C'est ce que nous avons vu ce matin. Je pense que dans cette mesure, on pourrait dire que la démocratie, c'est aussi une façon éclairée de gérer l'indétermination résiduelle. Il y aura toujours de l'indétermination et de l'incertitude. Et la démocratie repose sur deux types d'incertitudes. L'incertitude fondamentale, c'est d'abord l'incertitude sur le participable et le partageable. Car les conditions de la participation, les conditions du partage, c'est-à-dire ce qui peut être défini comme l'horizon de la justice, demeurent toujours sujets à débat, sujets à contestation. Et la première indétermination centrale de la démocratie, c'est celle-là. C'est cette indétermination du participable et du partageable. Mais c'est aussi l'indétermination sur les conditions de la décision. Et cette condition de la décision, elle est, par définition, un art limité, un art problématique et un art risqué. Mais au lieu de mettre face à cet art risqué simplement une peur de l'avenir, il faut bien voir que ce que construit la science, c'est tout de même des formes de réduction de cette incertitude. Et par là même, on peut considérer que même s'il y a une vision non triomphaliste mais modeste de la science, cette vision modeste, elle peut nourrir la démocratie et contribuer à son développement. Je vous remercie. Bien, vous avez tous participé à ces deux journées, nombreux. Comme c'est la tradition dans les colloques du Collège de France, il y aura un livre qui sera publié. Ces interventions donc, pourront être lues. Il y a aussi sur notre site Internet l'ensemble de ces réflexions. Et une bonne réflexion, c'est toujours, pourrait-on dire, aussi augmenter sa perplexité et diminuer sa peur de l'avenir. Eh bien, lisez nos textes pour contribuer à cet essai dans le silence de votre cabinet. Merci.